Nouvelle session de l'information sur Eden TV. Bienvenue à vous tous. Voici les titres de cette édition. Signature d'un accord de prêt par le Bénin et la Chine. Cet acte, à terme, doit contribuer à développer les capacités de production et de distribution d'eau dans le département des Collines. Les détails dans cette édition. Les travaux des 4e journées scientifiques sur le thème la prise en charge du paludisme et ses maladies tropicales négligées ont été lancés ce mardi à Lisba, à Cotonou, par la Société béninoise du parasitologie, mycologie, SOBEPAM. Vous aurez les précisions dans un instant. Législative au Sénégal, la Cour suprême du Sénégal a rejeté une demande de liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, rival du président Macky Sall, en prison depuis mars et candidat aux élections législatives du 30 juin. Merci de nous préférer de l'eau potable pour tous. Cela devait être une réalité dans quelques mois, en tout cas pour les populations des communes du département de Collines. Un accord de prêt a été signé à cet effet ce lundi par le Bénin et la Chine. C'est le deuxième pays qui apporte son soutien au programme d'action du gouvernement PAG et au chef de l'État, Patrice Talon. Reportage, Laurent Tonekes et Denis Marouya. Potable dans le département des Collines. L'accord porte essentiellement sur le renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazoumé, Grazoué et environ. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Minxing Diao, se réjouit de cette action. La signature des accords bilatéraux entre nos deux côtés, deux gouvernements, c'est tout simplement un signal. Un signal que le gouvernement chinois voudrait bien soutenir le PAG du Bénin. Premièrement, c'est-à-dire le soutien du gouvernement pour le développement économique et social du Bénin. Deuxièmement, c'est surtout pour bien soutenir le gouvernement de M. Patrice Talon et le PAG. Et troisièmement, c'est aussi la signature et le symbole des amitiés existantes entre la Chine, le peuple chinois et le peuple du Bénin. Cet accord de prêt est le résultat d'une négociation personnelle du président de la République, Patrice Talon. Il fait de l'accès universel à l'eau potable d'ici 2021 sa priorité. Donner de l'eau potable à une population, c'est faire la première des préventions et dans tous les domaines. Donc, la signature de cet accord entre monsieur l'ambassadeur et moi-même vient de lancer, j'allais dire de poursuivre le programme de fourniture d'eau potable à toute notre population à l'horizon 2021. Ce programme ambitionne de développer les capacités de production et de distribution d'eau en milieu urbain, périurbain et rural au profit de 5,8 millions de personnes. Sont concernées 2,5 millions de personnes en milieu rural et 11 800 localités de notre pays qui, pour le moment, n'ont pas les points d'eau fonctionnels et ceci devra couvrir 2,7 millions de personnes en milieu urbain et périurbain. Ainsi, à travers cet accord de prêt, le gouvernement entend atteindre l'ODD numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Le lancement. Les 4e journées scientifiques sur le thème la prise en charge du paludisme et ses maladies tropicales négligées ont été lancées ce mardi 25 juillet à Lisba, à Cotonou, par la Société béninoise de parasitologie, mycologie, SOBEPAM. Durant 2 jours, les participants seront outillés sur les mécanismes pouvant leur permettre de lutter contre le fléau et c'est le ministre de la Santé Alassane Seydou qui a procédé au lancement officiel des travaux. Reportage, Laurent Tonekes et Fiac Voitan. La Société béninoise de parasitologie, mycologie, SOBEPAM organise les 25 et 26 juillet les 4e journées scientifiques sur le thème prise en charge du paludisme et des maladies tropicales négligées. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, le paludisme sévit concomitamment avec de nombreuses maladies tropicales négligées, telles que l'ulcère de Buruli, la filariose lymphatique, etc. Et ces maladies touchent principalement les populations les plus pauvres. Mais grâce au progrès de la science et de la technique, ces maladies peuvent être évitées, diagnostiquées et traitées à l'aide d'une combinaison d'outils.
Ces 4e journées scientifiques viennent donc à point nommé pour mieux trouver de nouvelles solutions. Les présentes journées scientifiques sur le paludisme et les maladies tropicales négligées sont la concrétisation de cette politique dans les actes. Elles constituent une occasion exceptionnelle de discussion et d'échange entre parasitologistes, entomologistes, biologistes, médecins, anthropologues, praticiens de la médecine traditionnelle, chercheurs, professionnels de la santé, scientifiques de tous horizons. Ces assises qui se tiennent ces 2 jours sont une occasion de faire l'état des lieux, des affections les plus meurtrières de notre pays, notamment par rapport aux connaissances nouvelles acquises par la communauté scientifique. 2 grandes conférences et une 30aine de communications sont prévues au cours de ces journées scientifiques sur le paludisme et les maladies tropicales négligées. Dorothée Akoko-Kende-Gazas, présidente de la SOBEPAM, profite de l'opportunité pour inviter les participants aux journées à adhérer à la SOBEPAM, Société de parasitologie et de mycologie. Il y a tant à faire dans la lutte contre les maladies tropicales qui affectent les populations les plus pauvres que je ne saurais terminer mes propos sans lancer un appel à vous tous qui êtes venus participer à ces journées scientifiques pour solliciter votre adhésion à la Société béninoise de parasitologie, mycologie, dont les portes sont ouvertes à ceux qui le désirent. Autre volet dans cette édition en quelques années ont suffi pour que la voie pavée de l'échangeur reliant Las Cotonou-Calavi se dégrade complètement. La circulation à ce niveau est difficile pour les usagers de la route, disent-ils. Carole Olaye et Fréjus Fiossi ont fait le constat. Elle sert de trafic local pour les motocyclistes et relie Cotonou à Abomey-Calavi. Cette rue pavée de l'échangeur de Godomère réceptionnée provisoirement depuis 2012 se trouve 5 ans après dans un état désolant. Des trous par-ci, des replis par-là rendent pénible la circulation aux usagers. Je déplore l'état de la voie, puisque je ne sais pas, à peine 3 ans que la voie a été construite, on voit que l'État se présente comme une voie qui est construite il y a plus de 20 ans. Donc je ne sais pas si les gens font correctement les études avant de construire ces voies. Ce que j'ai à dire, c'est que la voie, j'ai l'impression que c'était une voie lancée maintenant, ça ne fait pas un bon moment. Mais on constate qu'aux alentours, les pavés sont débordés. Je me demande si c'est ceux qui l'ont fait, qui l'ont mis dans cet état, ou bien c'est une malformation. Des pavés mal placés sont la principale cause de dégradation de ce tronçon du seul échangeur au Bénin. Une situation que subissent quotidiennement les usagers de cette voie et dont les corollaires en ont, endommagement des moyens de déplacement, accidents de circulation, entre autres. Beaucoup de conséquences. Nous qui sommes à moto, les secousses ne font qu'amortir nos engins. Et cela nous donne de la fatigue, puisque nous sommes sur les pavés et c'est comme si nous étions sur la terre ferme avec les escaliers. Les policiers ont refusé, d'autres fois ils viennent refuser que on ne va pas passer sous l'échangeur. Voilà, vous-même avec l'équipe, la dégradation de la voie et ça dérange tout, même si tu as des marchandises ou bien l'état des motos par rapport à la voie, ça nous amène à des dépenses inutiles. La réfection de cette voie est donc attendue par les usagers. Il était au cœur des débats du temps de l'ancien chef d'État béninois Boni Yayi. Il s'agit bien sûr de l'hélicoptère présidentiel qui suscite encore des réactions. Objet de la dernière, le coût des déplacements en hélicoptère de l'ex-président du Bénin. C'est le journaliste Marcel Zoumenou du journal La Nouvelle Tribune, auteur d'une enquête journalistique sur la question qui nous le révèle. Avant lui, Epiphane Kenom a évoqué le sujet dans un numéro de notre émission Dimanche Politique. Suivez. Il n'est pas un secret que dans l'histoire politique du Bénin, l'ex-chef d'État Boni Yayi est le dirigeant qui a le plus emprunté l'hélicoptère pour ses déplacements à l'intérieur du pays. La polémique née à cette époque sur le coût de ces déplacements ne faiblit pas près de 2 ans après son départ du pouvoir. Elle est même nourrie par ses anciens collaborateurs.
Invité sur l'émission Dimanche Politique de Eden TV le 14 juillet 2017, Epiphane Kenom, l'un de ses anciens préfets, avance des chiffres ahurissants. La location d'un hélicoptère par jour coûtait près de 20 millions au pays. 20 millions fois 10 jours, ça fait 200 millions. Et 200 millions fois 30, ça veut dire que fois 3, il y a 10 jours, 3 fois dans un mois, ça fait 600 millions par mois. Et si nous avons 10 mois, ça fait 6 milliards. Et donc, or nous avons 12 mois dans l'année, ça fait 7 milliards 200. 600 millions le mois pour la location d'hélicoptères sous Boni-Yayi, selon son ancien préfet. Le journaliste Marcel Zoumenou, ayant réalisé une enquête sur le sujet, évoque des chiffres légèrement en baisse, mais une facture toujours salée. Le gouvernement, par le biais de la société béninoise des hydrocarbures, allait louer des hélicoptères au Nigeria. Et la facture était salée parce que ça avoisinait presque même 500 millions par mois. Et donc, ils ont décidé d'acquérir eux-mêmes leur propre hélicoptère qui, malheureusement, une fois acheté, n'a plus jamais servi pour le déplacement des agents en haute mer, mais pour les déplacements du chef d'État. De la location d'hélicoptères initialement prévue pour le déplacement des agents sur les plateformes pétrolières, on aboutira à l'achat d'hélicoptères avec un détournement d'objectifs et une facture d'entretien autant salée. L'hélicoptère, l'achat de l'hélicoptère, ça avoisinait, c'est un peu en dessous de 10 milliards pour acheter l'hélicoptère. Ça fait 13 millions et quelques d'euros. En CFA, ça fait 9 milliards et quelques. Quand vous avez un hélicoptère, comme celui-là, qui est un hélicoptère Agusta turbo, vous dépensez en moyenne 250 à 300 millions chaque mois pour les entretiens et la carburation. En dehors de ça, il faut ajouter à cela le salaire du pilote, du mécanicien qui étaient des Français. Je n'ai taillé aucun secret en disant que le salaire pour les deux avoisinait environ les 26-27 millions. Et donc vous ajoutez cela à ce que coûtent les frais de carburation et de check, ça avoisine environ 300-350 millions par mois. Un hélicoptère acquis à coût de milliards de francs CFA, qui finira sa course dans un crash le 26 décembre 2015 avec à son bord l'ex-premier ministre Lionel Zinsou, sorti indemne de l'accident. Pour Marcel Zoumenou, il s'agit simplement d'un gâchis. Un hélicoptère qui a une vie très courte. Il a été mis en service en 2014 et en décembre 2015, l'hélicoptère a crashé. Près de 383 heures de vol. Tous les Béninois voyaient cet hélicoptère blanc immatriculé TY ABC qui roulait presque tous les jours. Et un second hélicoptère a été acheté par la suite et qui est toujours là, je crois. On pouvait éviter cela et économiser l'argent pour faire autre chose. Marcel Zoumenou souhaite désormais l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que puissent répondre les différents acteurs impliqués dans l'achat, la gestion et le crash de cet hélicoptère. Autre sujet d'investigation dans cette édition à Tchaoro, ville du Nord Bénin, des cabinets privés de soins fonctionnent en toute illégalité. Pire, ce sont des agents de santé non qualifiés qui exercent avec la complicité des agents de l'État dans la Liborie, un des 12 départements du Bénin. C'est la prise en charge des patients qui posent problème. Morei Arnaud Agua. Cette conférence de presse vise à présenter les résultats d'investigation des journalistes Flore Nombimé et Vadim Kirin, dont les thèmes sont respectivement intitulés « Prolifération des cabinets de soins non autorisés quand le laxisme de l'État encourage le drame » et « Prise en charge des patients, la Liborie en quête d'agents de santé ». Dans la commune de Tchaoro, les cabinets privés illégaux exercent en toute quiétude. Seulement 9 autorisés sur 15 recensés. Flore Nombimé. Selon la quasi-totalité des personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, ces cabinets sont exploités par des agents de santé non qualifiés, c'est-à-dire des gens n'ayant aucun diplôme officiellement reconnu par l'État, même si on retrouve aussi des infirmiers. Sur le terrain, c'est des aides-soignants qui se retrouvent à pratiquer des accouchements alors que, selon la loi, un accouchement ne peut être pratiqué que par une sage-femme. Et pourtant, il existe des contrôles inopinés diligentés par l'État. Mes interlocuteurs m'ont aussi parlé de certains actes de corruption. Et cela a été confirmé par un cadre du ministère de la Santé qui a tenu à garder l'anonymat.
il a reconnu que certains agents de contrôle prennent de l'argent sur le terrain et ferment les yeux sur des irrégularités qu'ils sont censés dénoncer. Les conséquences causées par le non-respect des normes sont dramatiques selon les résultats présentés. Ces agents n'arrivent pas à détecter les signes de danger. Ils font aussi des erreurs de diagnostic, des erreurs de traitement qui se soldent par des décès quand ce n'est pas des conséquences, quand ce n'est pas des séquelles que les populations traînent à vie. Et sur un autre plan, ces cabinets entrent en concurrence déloyale avec déjà les formations sanitaires publiques et les formations sanitaires privées autorisées. Dans le département de la Liborie, la prise en charge des patients de façon réelle est encore une utopie. La Liborie, je vous ai dit, c'est 6 communes, mais c'est 6 communes avec un seul pédiatre. Je vais vous situer un peu pour comprendre. Le pédiatre est au chef-lieu de la commune. Ce chef-lieu, c'est Kandi. Gorgounou est à 37 km de Kandi. Banikwara, 75. Malanville est à 102 km. Karimama, 115. Segbana, 95. Imaginez l'enfant qui n'est pas autour de Kandi et qui a besoin des soins du pédiatre. En 2017, Karimama ne dispose pas d'une sage-femme. Mais nous avons 4 maternités à Karimama. Une sage-femme pour 4 maternités. Mais celle qui a été recrutée, elle n'est pas APE, elle n'est pas agent contractuel de l'État non plus, mais elle est plutôt sous contrat saisonnier. Piami, c'est à 7 km de Segbana. Dans ce dispensaire, s'il sonne 19 heures et votre femme veut accoucher, l'agent de santé qui est là assure l'accouchement, torche à la bouche. Peut-on imputer alors la responsabilité de ces situations à la mauvaise répartition des agents de santé au Bénin? Tout le monde veut rester à Cotonou, tout le monde veut rester à Porto-Novo, tout le monde veut rester à Parakou, dans les grandes villes. Les zones déshéritées, personne ne veut rester. Alors que nous, la majorité de la population béninoise, près de 54%, un peu plus d'ailleurs, est en zone rurale. Financée par Oziwa, cette conférence de presse est la dernière prévue dans le cadre de la présentation des résultats d'enquête initiée par la Maison des médias. Intéressons-nous à présent à la publicité qui gagne de plus en plus d'espace dans les journaux béninois. Fini l'époque où on ne lui réservait qu'une petite portion des pages des quotidiens. Pourquoi cette présence parfois massive dans la presse que représente la publicité pour ces journaux? Réponse dans ce sujet de Morey Arnaud Agua. Au quotidien paraissent au Bénin une kyrielle de journaux dont les unes sont relayées dans les médias. Si l'on sait que la publicité est l'une des sources de renflouement des caisses des organes de presse, peut-elle constituer un véritable moyen de survie pour un quotidien? Un organe de presse, c'est 2 marchés. Vous avez le marché de vente directe de journaux, le nombre d'abonnés, et puis vous avez le marché publicitaire. Et le marché publicitaire dépend du nombre d'abonnés que vous avez ou du nombre de personnes que votre journal peut impacter. Que lorsque vous sortez une parution de votre journal, le nombre de personnes que cela peut impacter, c'est cette quantité de personnes que vous revendez sur le second marché qui est le marché des annonces et de la publicité. Le journal ne peut pas vivre que de la publicité, ne peut pas vivre théoriquement que de la publicité. La première ressource des journaux, c'est d'abord les abonnements et la vente directe de journaux. Dans l'ensemble, on peut dire que les journaux vivent légèrement de la vente à la grille, mais aussi de publicité, de partenariat et de contrats de communication qu'on peut retrouver dans le vaste domaine du partenariat. Si un organe de presse écrite a plusieurs sources de financement, il est important pour ses directeurs de publication de révéler les vraies difficultés auxquelles ils font face. Le premier marché qui constitue le marché des abonnements et le marché de vente directe des journaux n'est plus un marché aussi reluisant qui puisse permettre aux journaux d'avoir une quantité importante de ressources à partir de la vente directe de journaux ou à partir de certains abonnements. Donc, il se tourne vers le marché publicitaire. Mais il se fait aussi qu'au Bénin, le marché publicitaire se résume à quelques personnes, notamment, quand on parle de publicité, je ne vais pas dire publicité, le marché par exemple des annonces, notamment les structures publiques, l'État,
qui, par le lancement d'appels d'offres, avis, communication sur un certain nombre de ces actions, fait des annonces dans les journaux et qui permet à ces journaux d'engranger un peu de ressources. Et il y a les entreprises, structures privées, organisations internationales aussi, qui font de la publicité ou des insertions ou des annonces. Et lorsque nous venons sur ce marché publicitaire aujourd'hui, c'est un marché très restreint. Aujourd'hui, il se fait que les contrats de prestation, moi je n'appelle pas ça contrat gouvernemental, les contrats de prestation que nous avons avec les structures publiques et autres, tout ça a été coupé au nom d'une communication qui est en cours et ça pénalise parce que même les abonnements que nous avions avec les structures publiques aujourd'hui, les abonnements sont hypothéqués et c'est un sérieux problème. Déjà dans un environnement où le marché publicitaire est réduit à sa portion la plus congrue et qu'on en arrive à réduire aussi les abonnements où c'est l'État qui est notre plus gros abonné aussi. C'est l'État. Donc même si on ne veut pas faire des prestations publicitaires, des contrats de communication, les abonnements c'est l'achat de journaux. Et tout le monde, quand on va dans les services publics, tout le monde a le réflexe de tirer un journal et de lire dans une salle d'attente. Mais c'est quelqu'un qui fabrique le journal et ça a un coût. Toutefois, quelques pistes de solutions sont nécessaires pour la survie des organes de presse au Bénin. Il faut nécessairement aller à un regroupement pour sortir un groupe de presse. Nous devons aller vers les groupes de presse, des groupes de presse solides qui ne sont pas cantonnés seulement dans les communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Parce que lorsque vous créez un quotidien qui se dit quotidien béninois d'obédience nationale, c'est qu'il doit rester que à 8 heures, celui qui est à Malanville doit pouvoir lire votre organe. Et en dehors de cela, pour que ces conditions soient utiles, il faut d'abord une éducation préalable. Et l'éducation préalable, c'est d'apprendre aux gens à lire. Il faut que le matin, il y ait un réflexe de lecture, que les gens lisent leurs journaux au lieu de rester à lire les titres et se faire manipuler par un nouveau genre qu'on appelle la revue de presse, qui constitue la plaie de l'information plurielle. Je crois par exemple qu'il faut voir comment réformer l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes allés au fond, mais est-ce que c'est l'idéal le fond? Est-ce qu'il ne faut pas répartir c'était sur un certain nombre de choses? Par exemple, comme des subventions directes aux abonnements dans les services publics, comme des subventions directes au transport ou des subventions directes à la messagerie de presse ou autre. Il faut réfléchir dans ce sens. Une chose est de créer un organe de presse écrite, mais l'autre est d'assurer sa survie. Vu la multitude des quotidiens qui paraissent au Bénin, l'on ne peut donc pas compter seulement sur les contrats publicitaires. Sport à présent, Noélie Yarigo décroche la médaille d'argent au 8e jeu de la francophonie d'Abidjan 2017. Elle a terminé l'épreuve du 800 mètres à la 2e place en 2 minutes 1 seconde. C'est une Marocaine qui finit à la 1re place. Elle a nom Malika Akakawi. On ajoute que le Bénin totalise, outre la médaille de Yarigo, 3 autres médailles, toutes de bronze, dont celle de Faisal Achiba, obtenue au saut en longueur handisport grâce à un saut de 5,53 mètres. À l'étranger, législative au Sénégal, la Cour suprême du Sénégal a rejeté une demande de liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, rival du président Macky Sall, en prison depuis mars et candidat aux élections législatives du 30 juillet prochain. Khalifa Sall dirige une coalition de l'opposition pour ces législatives auxquelles doivent participer 47 listes contre 24 en 2012. Considéré comme un probable candidat à l'élection présidentielle de 2019 contre le chef de l'État Macky Sall au pouvoir depuis 2012, le maire de Dakar est depuis le 7 mars en détention préventive. Le scrutin législatif du 30 juillet vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise.
Rencontre entre les deux rivaux libyens, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, ce mardi en région parisienne sous les auspices d'Emmanuel Macron. Dans un projet de déclaration conjointe en 10 points diffusés avant la rencontre par l'Élysée, les deux principaux rivaux de Libye affirment également que seule une solution politique permettra de sortir de la crise et réitère la validité des accords de Chirac signés en 2015 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Le cessez-le-feu auquel les rivaux pourraient s'engager ne s'appliquerait pas à la lutte antiterroriste, précise le texte, qui appelle également à la démobilisation des combattants des milices et à la constitution d'une armée libyenne régulière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Eden TV.